Le pacte d'action de Gabriel Attal, il ne s'agit pas d'effacer nos différences et nos désaccords, mais de les surmonter, de les dépasser. On en parle tout de suite avec mon invité dans la grande interview CNews Europe 1. Je reçois ce matin Hervé Morin sur... Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président Les Centristes de la Normandie, ancien ministre de la Défense. Nous devons trouver une nouvelle voie à l'Assemblée nationale par le dialogue, le dépassement des clivages habituels. C'est par ces mots que débute la lettre de Gabriel Attal, envoyée ce mardi aux différents chefs de groupe à l'Assemblée. Il ne s'agit donc pas, dit-il, d'effacer nos différences et nos désaccords, mais de les surmonter, de les dépasser. Bon. Il les dépasse tellement qu'il a exclu parmi les destinataires de cette lettre le Rassemblement national et la France insoumise. Et question pour vous ce matin, peut-on gouverner aujourd'hui le pays sans ces deux partis et notamment sans cette alliance LR-RN qui cumule 143 sièges à l'Assemblée? Écoutez, quel peut être d'abord ce gouvernement? Est-ce qu'on peut essayer de se poser les questions centrales avant de déterminer quel serait le plan d'action? Est-ce que c'est un gouvernement de transformation du pays? Non. C'est un gouvernement de transition, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui nous amène jusqu'à l'été prochain et la capacité pour les Français éventuellement de s'exprimer à nouveau par le suffrage universel. Après, il y a quelques principes de base. Est-ce qu'on accepte des prélèvements obligatoires supplémentaires? Est-ce qu'on lutte contre les déficits publics? Est-ce qu'on est tenu par nos engagements européens? Est-ce qu'on sanctuarise les crédits militaires à un moment où le monde est extrêmement dangereux? Il y a un plan d'action qui est proposé par Gabriel Attal. Comme c'est un gouvernement de transition, il ne faut pas se raconter d'histoire. De transition jusqu'à quoi? Je ne comprends pas. De transition jusqu'au moment où on pourra à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, reconstituer une majorité, bâtir une capacité. Vous pensez que d'ici un an, on court droit vers la dissolution de l'Assemblée une nouvelle fois avec un nouveau vote législatif? Très probablement. Ce que je sais, c'est qu'on a une année où l'essentiel du travail du gouvernement, c'est d'essayer d'améliorer les choses sur un certain nombre de points et surtout de faire voter un budget, et un budget qui répond à la question qui nous est posée par les institutions européennes, c'est qu'est-ce que vous faites pour réduire votre déficit, puisque là, nous sommes dans une période où nous sommes sous la menace de sanctions de la Commission européenne pour déficit excessif. Pardon, mais ce sera la seule question pendant un an? Pendant un an, nous ne faisons pas Pas de réforme, rien. Il y aura très peu de réformes, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y aura la capacité de pouvoir bâtir un certain nombre de politiques d'ajustement et rien d'autre. Je prends des sujets simples. La question qui se pose pour le gouvernement de demain, c'est est-ce qu'on maintient le programme électronucléaire français? Est-ce qu'on continue à apporter dans chaque région ce qu'on appelle les COP régionales, c'est-à-dire les politiques régionales qui sont déclinées autour de la question de la transition énergétique? Est-ce qu'on dégage de nouveaux moyens ou on mène des politiques qui permettent d'améliorer la question du logement? Mais vous condamnez à l'immobilisme juste pendant un an. Là. Vous nous dites qu'il n'y aura pas de réponse. Parce que la dissolution nous a amené à cela. Question aussi qui pourrait être posée durant cette période, compte tenu du contexte politique, c'est celle d'ailleurs ce que propose Gabriel Attal, ce sont des questions sur les institutions. Est-ce qu'enfin on introduit une dose de proportionnelle qui est un discours politique tenu par à peu près tout le monde au moment des élections? Bref, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut être. Les grandes transformations, les grandes réformes du pays pendant un an, il n'y en aura pas. Donc ce qu'il nous faut, c'est avoir un homme ou une femme qui ait l'expérience politique, qui est capable de parler à peu près avec tout le monde, qui est, pour reprendre une formule de mon copain Borloo, capable d'arranger les bidons, c'est-à-dire de discuter, trouver les voies et moyens pour bâtir des majorités et surtout faire en sorte que la France puisse avoir un budget en fin d'année. Ça m'a l'air d'être un gouvernement très technique que vous nous promettez. Non, je ne veux pas de gouvernement technique. Je trouve, très franchement, je regardais la campagne de la candidate de la France insoumise. Ça a quelque chose de... Alors c'est peut-être parce que c'est un vieux con qui parle, qui fait de la politique depuis 20 ans, mais ça a un côté quasi indécent de quelqu'un qui n'a jamais exercé aucune responsabilité politique et qui est directrice
des Finances à la ville de Paris qui dit moi je peux être Premier ministre de la France. Vous parlez de Lucie Castet. Oui, voilà. Ce que je crois, c'est qu'il nous faut quelqu'un qui a suffisamment d'expérience politique, qui connaît très bien l'environnement de l'Assemblée nationale et qui est capable, en quelque sorte, de faire en sorte que la France ne tombe pas dans une crise de régime. C'est ça qu'on lui demande. Alors justement, qui pour Premier ministre? Hervé Morin a donné des noms. Gérald Darmanin, dans le Figaro, semble voir d'un bon œil l'hypothèse Xavier Bertrand. J'ai dit que Xavier Bertrand, dit-il, avait de grandes qualités. Je ne me permets pas de nommer à la place du président. Oui, Xavier Bertrand, Jean-Louis Borloo, que je citais tout à l'heure, qui a été, par exemple, lorsque nous étions au gouvernement ensemble, capable de faire voter à l'unanimité sa loi. Hervé Morin également? Non, moi je suis dans ma région, je suis très heureux dans ma région, je n'ai aucune envie de rentrer dans ce gouvernement. Mais disons les choses, n'inventons pas un gouvernement qui serait capable d'entraîner et d'emmener le pays vers des transformations importantes. Il y en aura besoin. Ce qu'il nous faut, c'est nous éviter la crise de régime et pouvoir ajuster les choses sur un certain nombre de points. Le Premier ministre doit nécessairement être extérieur à la Macronie? Oui, ça me paraît une évidence. On ne peut pas avoir perdu les élections et dire je vais conduire le gouvernement de demain. Je voudrais quand même qu'on revienne à ce plan d'action de Gabriel Attal et ses lettres, pas que celles de Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, puis il y a les centristes d'Horizon également qui ont écrit leurs lettres aux autres chefs de parti. J'avais co-signé aussi il y a quelques semaines avec Jean-François Copé une lettre en disant voilà une tribune en disant voilà ce qu'il nous faut pour le pays. On ne peut pas rester en dehors de la construction du gouvernement. Et la lettre de Lucie Castet, toutes ces lettres ont un point commun, c'est pas de rassemblement national, malgré ces 143 sièges qu'il obtient avec les LR d'Éric Ciotti. Écoutez, est-ce que le Rassemblement national veut lutter contre les déficits publics? Non. Est-ce que le Rassemblement national tient à nos engagements européens? Non. Donc très clairement, il n'y a pas de discussion possible avec le Rassemblement national. Vous nous dites aujourd'hui que la France n'est pas gouvernable. Je dis simplement qu'il faut éviter que la France ne soit pas gouvernable et donc avoir les capacités de bâtir un accord à minima sur un certain nombre de sujets et qui permet à la France d'avoir un budget et une loi de finances. On va faire votre bilan de ces Jeux Olympiques, Hervé Morin. Qu'avez-vous pensé de l'organisation de cette compétition et de l'image qui a été renvoyée par la France? Écoutez, moi j'ai passé des... je ne sais pas si c'est des dizaines d'heures ou des centaines d'heures, c'est probablement des centaines d'heures, comme beaucoup de Français devant ma télé. Moi j'adore le sport, j'en fais beaucoup, donc voilà, je trouve que l'image de la France a été belle, qu'on a vu des JO fantastiques, que le fait de le faire au pied des grands monuments que le monde entier connaît était une excellente idée. Voilà, après nous ne nous racontons pas d'histoire, il n'y a pas la France de demain parce qu'on vient de faire les Jeux Olympiques. La menace terroriste a été déjouée lors de ces Jeux Olympiques. La délinquance fortement réduite sur les lieux de compétition, notamment à Paris. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de tout cela pour le quotidien des Français au-delà des JO? Je vois d'ailleurs les premières images du Champ de Mars aujourd'hui sont marquées par le retour des vendeurs à la sauvette. Donc manifestement, on estime qu'une fois que les projecteurs sont partis, il n'y a plus de sécurité assurée comme au moment de la compétition. Je lisais qu'il y aurait des tas de conclusions qu'on pourrait tirer dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. Moi, j'y crois pas vraiment. À chaque fois qu'il y a des grandes crises, on vous explique que demain ne sera pas comme hier. Vous vous souvenez, au moment des grandes crises financières, on nous a expliqué que les choses allaient changer à tel ou tel moment. À chaque fois qu'il y a des grands événements, souvenez-vous de 1998, la France Black Blamber. En réalité, les vrais sujets restent devant nous. La vraie vie, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, c'est la lutte contre l'insécurité alors que la délinquance augmente, c'est la lutte contre les déficits, c'est de faire en sorte que la France puisse améliorer sa compétitivité. Et tous ces sujets-là restent devant nous. Politiquement, on voit bien qu'Emmanuel Macron essaye de tirer les marrons du feu de la réussite de cet événement. Il veut même organiser une parade des athlètes le 14 septembre prochain. Bon, c'est de bonne guerre, mais est-ce que ça peut marcher, selon vous? Écoutez... Moi, j'aime, comment vous dire, j'aime quand on fait de la politique sobrement.
quand je voyais Emmanuel Macron... Il en est carrément à dire aujourd'hui que ce qu'on a vécu ces dernières semaines, c'est la vraie vie, vous l'avez dit à l'instant. Oui. Enfin, la vraie vie, c'est pas ça pour un compatriote. Vous voyez, là où je lisais ce matin dans un des journaux que la RATP avait remis son service d'été, quoi. Enfin bon, voilà, c'est ça la vraie vie pour les gens qui vont prendre le métro. Bien. Donc, clairement, j'aimerais qu'on ait un peu de pudeur. Quand je voyais Emmanuel Macron se jeter dans les bras des athlètes à chaque fois qu'il y en a un qui avait une médaille, etc., je suis pas convaincu qu'il faille faire tout ça. Il veut poursuivre manifestement l'euphorie de cet événement. Et je ne suis pas convaincu. Il n'en tirera pas de bénéfices politiques selon vous. Non, je ne crois pas. D'accord. Hervé Morin, vous avez aussi été ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. Alors je voudrais évoquer avec vous le conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine qui revendique de nouvelles avancées sur le territoire russe dans la région de Koursk. Une semaine après le début de son offensive surprise, selon Volodymyr Zelensky, 74 localités sont passées sous son contrôle, plus de 1000 km². Une avancée qui, nous dit-on, n'a pas pour but l'annexion de ces territoires russes, mais plutôt la négociation d'une paix juste. Est-ce que c'est un tournant dans le conflit, selon vous ? Difficile à dire. Il y a tout de même dans cette offensive ukrainienne au moins 2 points qui méritent d'être signalés. Le premier, c'est l'agilité de l'armée ukrainienne. Est-ce que cette agilité est liée aux équipements occidentaux ? Est-ce qu'enfin, les équipements occidentaux qui ont été livrés aux Ukrainiens ont permis à l'Ukraine de pouvoir avoir cette offensive. Il faudrait connaître les détails que, bien entendu, je n'ai pas. Et puis, le second point que je voudrais tout de même qu'on ait en tête, c'est que, sauf erreur de ma part, ça doit être la première fois qu'un pays ayant l'arme nucléaire, ayant la dissuasion, est envahi par des forces conventionnelles. Et donc, ces questions-là, il faut les avoir en tête quand on aborde ce sujet. Ce que j'espère, c'est qu'à un moment ou un autre, la raison finira par l'emporter et qu'il y aura des négociations qui permettront d'aller vers la paix, parce que ça fait quand même 2 ans que ça dure, plus de 2 ans, et que bientôt sonnera le temps de l'automne et de l'hiver, et donc encore des souffrances multiples pour des femmes et des hommes qui n'ont pas demandé la guerre. D'ailleurs, Washington s'inquiète de la fourniture de missiles balistiques de l'Iran à la Russie. Pourquoi Téhéran vient en aide à Moscou ? Parce que Téhéran soutient tout ce qui peut contester la place et déstabiliser la place des Européens et du camp occidental. L'Iran qui joue avec les nerfs du monde entier en ce moment avec cette riposte contre Israël qui pourrait embraser aussi toute la région. Le président américain Joe Biden estime qu'un cessez-le-feu à Gaza pourrait dissuader Téhéran d'attaquer. Une déclaration qui intervient un petit peu plus de 24 heures avant de nouvelles négociations pour une trêve éventuelle à Gaza et la libération d'otages. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut encore éviter cet embrasement dans la région ? Je l'espère. Et donc, oui, je trouve que les Américains ont raison de fournir les moyens de se défendre à Israël. Les risques sont lourds, sont importants. Et en même temps, il faut que les États-Unis fassent pression sur le gouvernement de Netanyahou pour faire en sorte qu'à un moment ou un autre, il y ait une trêve et qu'on puisse en effet aborder notamment la question de la libération des otages. L'Iran, je le disais, joue avec les nerfs de la communauté internationale et puis surtout d'Israël, qui est le premier pays ciblé par l'Iran. Pourquoi l'Iran fait ça depuis 15 jours ? Est-ce que l'Iran finalement a les moyens véritablement de se permettre une escalade dans la région ? Moi, j'ai eu la chance d'aller en Iran au moment où l'Iran est sorti de cette période d'isolement. C'est une grande civilisation. Moi, j'avais été étonné de voir un pays qui avait été sous embargo pendant des années et des années, avoir des infrastructures dans cet état, des campus universitaires dans cet état. Et donc, l'Iran a été capable tout de même de continuer à faire voler des avions, par exemple, alors que ce pays était sous embargo. Donc, je me méfie de la capacité de l'Iran à pouvoir mener des frappes qui soient extrêmement dangereuses et très lourdes pour les populations qui seraient visées. Merci Hervé Morin, je le rappelle, vous êtes président Les Centristes de la Normandie, ancien ministre de la Défense. Et c'était ce matin votre grande interview sur Europe 1 et sur CNews.